petite optimisation. Hélas non, Claire, sur les réductions d'impôts, notamment du Pinel, ce n'est pas reportable. Donc voilà, premier conseil, ne pas demander la déduction. Et à noter, ça m'a fait rire parce que j'en ai eu une autre cet après-midi qui est banquière, qui essaie de faire les choses bien, qui s'y connaît bien. Hop, qui a, j'ai essayé de vous l'agrandir aussi. Donc elle, c'est son avis d'imposition de cette année, 9 500 €. Elle a un Pinel à 6 000 par contre, et son impôt est de 3 500 €. Donc comme on regarde en bas, tranche d'impôt 30%. Et elle m'appelle et dit, écoute, j'ai vu ta conférence sur le Pinel, nous on a de l'argent, etc. J'ai fait 10 000 € à mon conjoint là sur un PER. Et j'ai vu ton article qui dit que c'est la dernière année pour faire un PER aux enfants mineurs. Est-ce que ce serait peut-être pas l'occasion que je mette le paquet pour profiter des plafonds de l'enfant mineur avant que ce soit plus possible? Et donc là, pareil, hein, moi j'ai transpiré direct, hein, parce que 10 000 € sur un PER, s'il garde les mêmes revenus, c'est-à-dire que 10 000 € à 30%, l'impôt, il est plus à 9 500, il est à 6 500. En plus, le barème augmente, donc il sera un peu moins, on sera dans les 6 000. Derrière, avec la réduction Pinel, là, on est à 0. Donc j'ai dit 10 000, franchement, moi je trouve que c'est un peu haut. Et puis là, tu peux arrêter tout de suite, parce que ce que tu mets en plus, c'est perdu complètement à perte, quoi. Donc voilà, celui-là, il me tenait à cœur parce que j'en ai vu passer beaucoup. C'est-à-dire beaucoup et chaque année, quoi, hein, beaucoup de versements PER qui, d'une part, ne servent à rien et qui, en plus, sont déduits pour rien. Et c'est-à-dire qu'ils vont se faire fiscaliser à la sortie pour rien. Et là, on est déjà faire un PER pour rien, c'est pas terrible. Et se faire fiscaliser sur un PER qui n'a servi à rien du tout, là, c'est carrément horrible, tu vois. Donc voilà, pour ouais. Je vais écrire un article là-dessus, un de ces quatre, mais voilà, comme j'ai pas eu le temps, il me semblait important de le montrer, celui-là. J'en ai fait un sur ma chaîne YouTube qui est justement la sortie du PER avec tous les aspects qu'on peut avoir. Et donc, voilà, ceux qui sont curieux de savoir à quelle sauce vous êtes mangé à la sortie du PER, prenez 5 minutes. Jean-Noël Lopère sur YouTube. PER, ah bah je vais le mettre à la fin là, hein. On va te faire un. Ouais, bah bien sûr. Attends, si tu fais l'effort, je vais la mettre tout de suite d'ailleurs. D'ailleurs, moi, tu vois, j'ai fini ma journée maintenant, je peux t'écouter. Alors du coup, moi je vais revenir sur la loi Pinel. Effectivement, la loi Pinel, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement. Et il n'y a pas longtemps, je suis interpellé à la sortie de l'école par une maman qui me dit, il y a un truc que je ne comprends pas. J'ai investi donc là en Pinel. Et du coup, comme ça va me réduire mes impôts, je suis allé au centre des impôts pour dire merci d'actualiser mon prélèvement à la source. Je viens d'investir en Pinel, donc maintenant, mon impôt a changé. Donc, elle l'a fait en décembre 2022. Et du coup, pour 2023, j'ai 2% de mon investissement, 5 400 € à déduire de mes impôts. Donc, merci d'actualiser mon prélèvement à la source. Et la dame des impôts lui dit, on ne fait pas comme ça. Il faut revenir avec les éléments constitutifs de votre déclaration d'impôt pour l'année prochaine. Et puis, on va faire une simulation de ce que ça va donner. Et puis, après cette simulation, la dame des impôts dit, je suis désolé, mais je ne vais pas ajuster votre impôt, il n'a pas changé. Donc, elle appelle son commercial et puis lui dit, je suis allé voir les impôts, ils ne veulent pas réduire mon prélèvement à la source, qu'est-ce qui se passe? Et puis, du coup, elle me dit, Jean-Noël, il faut que tu tranches. Il y en a un qui me dit que la dame des impôts, elle n'a rien compris. Et puis, la dame des impôts dit que le commercial ne m'a pas donné tous les éléments. Je lui dis, on va regarder ça. Et puis, du coup, je lui dis, actuellement, c'est quoi tes revenus? Elle me dit, mes revenus, c'est simple. Je suis auto-entrepreneur, mais je me prends des loyers à moi-même. Donc, je me suis réservé une pièce de la maison où j'ai mon bureau et je me prends un loyer de 500 € par mois. Donc 6 000 dans ma maison. Et comme je n'ai pas de charge, puisque c'est dans ma maison, je n'ai pas de frais quelconques, eh bien, je fais le micro-foncier, c'est-à-dire que sur mes revenus locatifs, quand je fais ma déclaration d'impôt, j'ai l'abattement de 30% et l'assiette taxable pour les impôts, c'est 4 200. Et du coup, là-dessus, je paye mes impôts fonciers qui me font, donc avec les prélèvements sociaux, je suis dans la tranche à 30 avec mes revenus professionnels, je donne 1 982 € d'impôt actuellement. Je dis, on va faire une extrapolation pour l'année prochaine. C'est loué combien ton Pinel? Un petit peu plus de 10 000 €, une fois que je déduis les charges, les intérêts d'emprunt, etc. À peu près 10 000 net. 10 000 net plus les 6 000,
tu vas te retrouver à 16 000. Sauf que 16 000, tu ne pourras plus faire le microfoncier parce que le microfoncier n'est possible que jusqu'à 15 000 de revenus. Donc, si tu dépasses les 15 000, tu ne pourras plus faire d'abattement. Et du coup, tu vas payer 7 552 € d'impôt maintenant avec ta nouvelle structure immobilière, plus que tu avais déjà. Certes, tu vas réduire 5 400 puisque c'est l'avantage de la réduction Pinel, mais effectivement, dans ton cas, c'est un coup d'épée dans l'eau, ça n'a pas d'incidence sur ta fiscalité. Alors, elle me dit, mais c'est pas possible. Moi, j'ai fait mon financement à la banque en tenant compte de cet avantage fiscal. Je me suis dit, c'est quasiment 450 € par mois que j'économise qui me permettent de mettre dans mon financement. Ben, je dis, il va falloir te serrer la ceinture parce que malheureusement, non seulement c'est pas 450 € qu'il faudra mettre, mais il faudra aussi faire face à la taxe foncière, aux charges de copropriété, aux éventuels travaux. Mais fiscalement, tu n'as fait aucune opération de réduction d'impôt, c'est une opération blanche. Et c'est un cas que tu as dû rencontrer, ça aussi, je suppose. On va dire, c'est un peu le... Ouais, il faut bien réfléchir quand on part sur un projet défiscalisant, qui peut être bien, hein, c'est pas cracher sur le Pinel, mais quand on a un bien au microfoncier sans charge, partir sur un projet défiscalisant, c'est souvent deux choses qui vont pas ensemble, quoi. Ah, c'est ça le problème ici, voilà. Là, il y a le revers de la médaille, hein, c'est qu'effectivement, elle perd l'abattement des 30%, et donc c'est le double matraquage fiscal, et ça fait mal. Souvent, je le vois sur des profils, on va dire, j'ai envie de dire âgés, entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui peuvent encore prétendre au Pinel, vraiment dans les toutes dernières années de leur travail, mais qui ont un bien loué vide, qu'ils ont acheté il y a très longtemps, avec très très peu de charges. Et du coup, voilà, le microfoncier est bien pour leur premier bien immobilier. Et en prenant le Pinel, bah sur le Pinel, le réel est de toute manière indispensable, mais ça flingue totalement la fiscalité de l'autre et les deux s'annulent, quoi. Les deux cumulés, voilà, ça fait que... Et c'est le problème. Ouais. Si on raisonne Pinel seul, comme le fait la banque dans sa simulation, tout va bien. Mais dès qu'on raisonne tout bien immobilier confondu, là, on a un problème, quoi. Voilà, il faut toujours effectivement reprendre le cas réel et non pas un simple simulateur, parce que souvent, ce qu'on a, c'est un simulateur de projection Pinel, mais qui ne tient pas compte de notre existant, et c'est ça qui fait la différence. Tu parlais du plan d'épargne retraite. Bon, c'est vrai que le plan d'épargne retraite, où il faudra être extrêmement vigilant, c'est la sortie, c'est le rachat. J'ai tendance à dire souvent que parfois ce sont des vases communicants. La première chose qu'on nous présente, c'est l'avantage fiscal. La déduction du Pinel donc, que l'on va avoir sur les revenus va permettre d'avoir un vrai gain d'impôt. Mais dans l'ombre, à la sortie, il faut savoir que quelqu'un qui gagne 50 000 € et qui dit je vais mettre 5 000 sur un Pinel, eh bien son impôt va être calculé que sur 45. On va déduire les 5 000 du calcul pour l'impôt. Et c'est vrai que c'est pertinent. S'il est dans la tranche à 30%, ça me fait gagner 1 500 €, c'est 5 000 € de versement. Sauf que à la sortie, alors que je suis en retraite et que mes revenus ont diminué, je vais peut-être passer dans la tranche à 11%. Imaginons qu'en retraite, je me retrouve avec 30 000 € de pension de retraite. Eh bien, 30 000 €, je vais être dans la tranche à 11 si je suis célibataire. Mais dès que je vais faire un rachat sur mon PER, ce rachat va s'ajouter à mes revenus et va de fait me rendre imposable, non pas sur 30, mais sur 35. Et si j'ai versé pendant 10 ans et que j'ai 50 000 et que je décide de racheter les 50 000 d'un coup, je vais peut-être même atteindre la tranche à 41. Et alors que j'avais déduit 30% de mes impôts et que je pensais récupérer quand j'étais dans la tranche à 11 demain, pas du tout. Selon le montant que tu rachètes, tu vas peut-être atteindre la tranche à 30 ou à 41. Et de fait, avoir un double matraquage fiscal qui ne sera pas en relation avec ce qu'on pensait avoir. J'ai même des cas de personnes qui ont hérité avant d'être eux-mêmes en retraite et avec l'héritage, se retrouvent finalement convenablement installés avec un patrimoine immobilier qui génère des revenus, qui sont fortement fiscalisés et que le PER à la sortie, finalement, n'est pas aussi intéressant qu'il aurait pu l'être au moment de la commercialisation quand je regardais simplement l'avantage fiscal à l'entrée. Donc bien penser à l'entrée et à la sortie
parce que la sortie, c'est des vases communicants, c'est dans l'ombre, et souvent, si on est dans le cas, comme le dit Thibaut, déjà au moment où je le fais, si c'est une mauvaise idée, ce sera forcément une très mauvaise idée à la sortie, mais parfois, c'est une bonne idée quand je le fais, et on se rend compte qu'à la sortie, c'est peut-être pas toujours aussi pertinent. Comme le dit Jean-Jacques d'ailleurs dans le chat, une solution est de fractionner les sorties de PER, par exemple. C'est ça, de y aller doucement. Très intéressant. Même les calculer. Puis, on a aussi, comme j'en parle également, la succession. Transmettre à son conjoint le PER peut être tout aussi pertinent. Au lieu de transmettre une assurance vie, ce qu'on abordait tout à l'heure, si tu veux laisser des sous à ton conjoint, plutôt que de le laisser dans le cadre de l'assurance vie, laisse-lui dans le cadre du PER. Le conjoint sera exonéré de droits de succession, il sera exonéré d'impôts quand il va recevoir les flux du PER par décès, et du coup, tu laisses les assurances vie aux enfants. Ouais. Je me demande si Jean-Jacques n'est pas dans ton bureau derrière en train d'écrire la même chose que toi. Ah. Ouais. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas montré le mien du PER tout à l'heure, c'est vrai que j'ai oublié, mais c'est pas vraiment. Pensez à mutualiser les plafonds aussi, là. Je peux montrer rapidement ce que ça donne. Vas-y, tu as quoi à montrer? C'était juste un avis d'impôt de. Hop. Alors, c'est un peu plus à la marge, ça. On va dire, je ne rencontre pas tous les jours, mais si vous voulez vérifier au niveau de vos clients ou de vous-même que le PER a bien marché, on voit ici une personne. Sur l'avis d'impôt, ça donne ça quand on a versé sur un PER. Hop, c'est la ligne qui est ici, là, que je surligne avec mon petit truc, là. Et ici, on voit qu'il y a un problème, clairement, puisque si vous avez une différence entre le montant déclaré et le montant retenu, c'est qu'il y a un souci. C'est-à-dire que vous avez déclaré ce que vous avez versé sur le PER, mais que le fisc a retenu moins. Deux solutions, c'est soit que vous avez versé beaucoup trop par rapport à vos plafonds et que voilà, vous n'aviez plus de plafond PERP, ce qui est quand même assez rare, faut le dire, il faudrait vraiment mettre le paquet, quoi. L'autre solution, l'autre erreur, c'est que vous avez oublié de mutualiser vos plafonds avec ceux de votre conjoint. Et donc là, c'était le cas. Voilà, le genre de petite erreur aussi un peu bête, quoi, puisque là, au lieu de déduire 29 000, il a déduit 17 021. Et on voit bien qu'au total, la déduction, c'est 17 021 plus les 2 400 de pension, c'était 19 421. Donc, c'est la case 6 QR à cocher. Je me demande même, moi, souvent, je conseille de la cocher systématiquement, tu vois, sans réfléchir. Je vois pas trop de cas où ce serait négatif, entre guillemets, et on évite des erreurs comme ça qu'on voit pas passer, quoi. Donc, en tout cas, vérifiez votre ligne versement épargne retraite, vérifiez que le montant déclaré est le même que le montant retenu. Et si c'est pas le cas, faut mutualiser les plafonds pour utiliser les plafonds du conjoint qui n'en a pas besoin. Des enfants. C'était juste ça, oui, que je n'avais pas montré. Non, et c'est un cas qu'on voit souvent, parce que j'ai également assisté des clients dans leur déclaration d'impôt, et c'est vrai qu'au moment où ils font donc avec leur banquier le PER, donc le banquier leur explique bien qu'on va utiliser les droits du conjoint, mais bien plus tard, l'année d'après, quand on fait la déclaration d'impôt, on déclare simplement son PER, et si on oublie de cocher, comme tu viens de le dire, cette case, c'est dommage. Et à part nous, avec un œil averti, on voit tout de suite l'oubli, mais autrement, les clients passent à côté. Pour eux, ils l'ont déclaré, ils ont mis la somme. Oui, c'est triste. Moi, j'avais un petit. Alors, je fais mon petit qui était facile et après, je te laisse aller sur des choses. On va finir avec tu pourras finir avec les trucs un peu plus complexes, un peu plus complexes, peut-être. Ouais, qui étaient un peu plus à marche, mais pourquoi pas. Et non, ce qu'on avait raconté, une autre erreur qu'on voit souvent, c'est les gens qui se séparent avec des enfants. Je l'avais mis dans la présentation, donc je vais en parler rapidement. Je n'ai pas fait de visuel. Mais souvent, j'ai des couples qui se séparent. Donc, qui dit séparation dit imposition séparée, obligatoire. L'année où on se sépare, la déclaration suivante, ce sera chacun la sienne. Et souvent, on fait des simulations pour savoir où mettre les enfants. Est-ce que c'est mieux de mettre les enfants chez monsieur, chez madame? Est-ce qu'on met 1 et 1, 2 et 0? Est-ce qu'on les met en garde alternée, etc. Alors bon, déjà, il faut que les parents s'entendent, etc. Mais on va dire, voilà, dans le cas où les gens s'entendent bien et essaient de faire ça en bonne intelligence, on essaie d'optimiser la situation fiscale. Je vois souvent une double erreur. Alors souvent, on ne fait pas de calcul et les gens pensent qu'il faut mettre tous les enfants sur celui qui gagne le plus. Ça, c'est déjà souvent une erreur, il faut vérifier.
Mais ce que je vois le plus souvent, c'est quand il y a 2 enfants ou plus, il y en a qui choisissent de mettre, imaginons j'ai 2 enfants, de mettre les 2 enfants en garde alternée chez monsieur et les 2 enfants en garde alternée chez madame. Imaginons que c'est ça la bonne solution, tu vois, que chacun ait la moitié des enfants, entre guillemets. Et du coup, cette solution est exactement la même que de mettre un enfant chez monsieur, un enfant chez madame. Je pourrais mettre 1 et 1 ou diviser les deux sur chacun. En termes de parts, c'est pareil. Mis à part la réduction pour frais de scolarité, il n'y a pas grand-chose qui change, quoi. Et c'est vraiment une erreur que de diviser les enfants en deux, entre guillemets, de les mettre en garde alternée. Aujourd'hui, ça fait la même chose. Ça fera la même chose tout le temps où ils seront rattachés. Mais c'est une erreur parce que il vaut mieux avoir des enfants, quand on vit seul, des enfants pleinement rattachés. J'insiste, aujourd'hui, ça change rien. Vous aurez la case parents isolés, vous aurez ce que vous voulez. Mais à terme, on a aujourd'hui la case L, quand on n'a plus les enfants à charge, quand on est seul et qu'on n'a plus les enfants à charge. Si on a eu des enfants pendant 5 ans alors qu'on était seul, on a le droit toute notre vie de cocher la case L. C'est environ 950 € d'impôt en moins. Cette case L, elle marche que si vous aviez des enfants rattachés pleinement et pas divisés en deux, entre guillemets. Et donc, tous ces gens qui se mettent des enfants en garde alternée, même s'ils s'en mettent 10 en garde alternée, ils n'auront pas le droit à la case L dans quelques années et ils s'en mordront les doigts, hein. Donc, un conseil fréquent là-dessus, c'est qu'en cas de divorce, de séparation, si vous en avez autour de vous, conseillez aux gens de prendre un enfant à part entière. Et on va dire même des gens, des fois, où tu vois, c'est mieux de mettre les 2 enfants et 0 chez l'un parce qu'on gagne 200-300 € d'impôts. J'irais presque conseiller de perdre ces 200-300 € d'impôts, de chacun prendre un enfant pleinement. Comme ça, on s'assure la case L pour dans quelques années, quoi. Donc voilà, c'était mettre des enfants en garde alternée, c'est rarement une bonne idée. Il vaut mieux mettre des enfants à part entière, 1 et 1, quoi. Et le fisc s'en fiche un peu de chez qui ils sont, etc. L'important, c'est qu'il n'y ait juste pas de doublons. Voilà, c'est tout pour moi. Je te laisse. On peut aller dans le plus complexe, à moins qu'il y ait des questions là-dessus. Oui. Mais si c'est clair pour tout le monde. Choix, non. Ouais, on va aller 10 minutes où tu peux te faire plaisir là. Un cas que j'aime bien, c'est des gens que j'avais rencontrés dans le cadre de mes activités commerciales en immobilier. Et puis, tout simplement, recommandation, je vais voir un couple qui m'explique que leur situation finalement est la suivante. Ils disent voilà, il y a monsieur, il y a madame, ils sont donc tous les deux propriétaires de leur résidence principale et les 2 maisons sont à vendre avec pour objectif d'en acheter une grande en centre-ville. C'est un remariage, donc monsieur, lui, n'a pas d'enfant, et puis il m'a dit, moi, je souhaite que tout revienne à ma nouvelle compagne. J'ai fait un pax, donc nous sommes paxés, et on a fait un testament de façon à ce que s'il m'arrive quelque chose, elle touche tout mon patrimoine. J'ai pas d'enfant, j'ai pas d'héritier, je souhaite que ce soit elle qui reçoive tout mon patrimoine. Et super. Lui, il a 60 ans et madame a 61 ans. Il me dit, ce qui m'inquiète, c'est si malheureusement elle était amenée à partir avant moi, je souhaiterais que mon patrimoine profite à son fils. Le problème, c'est comment je fais pour transmettre mon patrimoine à ce dernier. Si je pars le premier, il n'y a pas de sujet. Elle hérite de mon patrimoine et quand elle ne sera plus là, son enfant le récupérera. Mais si elle part avant moi, je ne peux pas lui transmettre d'argent, on n'a pas de lien de parenté, et quand 2 personnes sont étrangères l'un vis-à-vis de l'autre, les droits de succession, c'est 60%. Splendide. Donc forcément, ça pique, et je leur dis, écoutez, ça tombe bien, parce que là, vous êtes en train de vendre votre 2 maisons pour en acheter une. Il me dit oui. Je dis, votre maison que vous allez acheter, l'objectif, c'est de l'acheter comment ? 50-50, on va voir combien chacun récupère, mais bon, grosso modo, nos maisons ont à peu près la même valeur. Donc, on vend nos 2 maisons et on en rachète une. L'objectif, à peu près 600 000 € d'investissement pour avoir une belle maison.
dis donc, vous étiez parti en indivision. Donc l'indivision, ça veut dire chacun en pleine propriété par part égale. Il dit, bah, tout à fait, c'est ce qu'on envisage. Bah, je dis, je vous propose de revoir votre position et de dire, bah, monsieur, si vous achetiez l'usufruit de la maison et que madame, elle achète, elle, la nue propriété de la maison. L'usufruit, ça veut dire que vous avez l'usage de la maison, vous restez dedans, et le nu propriétaire, il a les murs, mais comme vous êtes ensemble, bien sûr, elle restera également dans la maison avec vous. Il dit alors, ben, je dis alors, ce qui se passe, c'est que si le nu propriétaire décède en premier, son héritier, c'est son enfant, et l'enfant devient nu propriétaire à la place de madame. Et quand l'usufruit s'éteint à votre décès, il rejoint la nue propriété sans aucun droit de succession. Donc, je dis, votre achat, ce qu'il faudra faire, c'est l'envisager en démembrement. Je dis, attention, aujourd'hui, l'usufruit, il est calculé en fonction de votre âge, et quand on a 60 ans, l'usufruit, article 669 du Code général des impôts, à 60 ans, l'usufruit, il vaut 50%, ce qui signifie que la nue propriété vaut 50. Tu voulais acheter à 50-50, bah ça tombe bien, tu feras un investissement à 50-50. Attention, l'usufruit diminue au fur et à mesure qu'on vieillit. À 85 ans, il descend à 20%. À partir de 91 ans, il vaut 10. Donc, au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'âge, l'usufruit va perdre de sa valeur. Si demain, vous décidiez de vous séparer, attention, ça va être un problème qu'il faudra réussir à contourner, mais que je souhaite soulever tout de suite. Il m'a dit non, non, c'est un non-sujet. Ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble et jamais on envisage de se séparer. Je dis, bah dans ce cas-là, c'est le seul moyen pour éviter de donner 60% au percepteur. Et quand on est sur un bien de 600 000 euros, 300 000 à 60%, voilà comment économiser 180 000. Okay, donc c'est une économie fiscale énorme. On est d'accord que là, par contre, faudrait pas si monsieur se démunit totalement, entre guillemets, au profit de madame. Ah, c'est le risque. C'est le risque. Okay, il se sépare, il récupère son usufruit et tu récupères l'usufruit en fonction de ton âge. Alors, voilà. On peut évoquer l'usufruit économique en cas de séparation, hein, pour dire, ben moi là, je souhaite pas récupérer l'usufruit fiscal lié à l'âge, mais plutôt l'usufruit économique lié au rendement locatif du bien. Mais quoi qu'il en soit, il risquerait d'y laisser des plumes. Ouais, donc ça montre Donc on est d'accord, c'est un cas très précis qui marche dans une situation particulière, mais ça montre bien qu'à chaque situation, on peut adapter. On peut trouver des situations qui. Et il y a des avantages énormes, mais du coup, il y a un inconvénient énorme de l'autre côté. C'est un peu toujours comme ça, quoi. C'est souvent effectivement un duel sur lequel il faut se positionner. Alors les avantages, on arrive à trouver des solutions pour les contourner, mais malheureusement, on va les limiter, mais pas les éviter. Oui, il est intéressant. Parce que oui, David l'avait vu aussi, du coup. Et c'est vrai qu'on a beaucoup, effectivement, de cas de situations. Alors, c'est vrai qu'il faut que tout le monde s'entende bien. C'est des situations qu'on ne peut pas mettre en place souvent. Mais bon, avant que je les voie, l'idée, c'était de se dire, est-ce qu'il ne faudrait pas que je fasse une adoption ? Je dis, bah non, ça ne marchera pas, parce que l'adoption, il faut avoir élevé l'enfant. Et du coup, ce n'est pas votre situation. C'est ça qui est bien dans la succession. C'est vrai qu'à chaque situation, souvent, on peut imaginer quelque chose de particulier qui colle, quoi. On a plein d'outils, mais il faut réussir à les utiliser intelligemment, quoi, entre guillemets, et selon la situation de la personne, quoi. Ça prend du temps, ça nécessite de l'imagination, puis de maîtriser les sujets. C'est parfois un petit peu comme une partie d'échecs, hein, où il s'agit de trouver comment on peut contourner la situation pour parvenir à nos fins. Et nos fins, c'est éviter l'impôt. C'est souvent celui qu'on va aller C'est l'objectif du client, mais souvent c'est ça. Ouais. Et puis parfois, c'est pas l'impôt, et c'est simplement un problème civil. Civil, comme vient de le voir dans les commentaires. Encore faut-il que tout le monde s'entende bien. Et c'est vrai que j'ai des cas où les gens ne s'entendent pas. Et là aussi, il s'agit de mettre en place des situations pour faire en sorte qu'on ne s'entend pas. Eh bien, c'est pas grave parce que c'est moi qui vais tenir le bâton.
Il y a une convention du coup qui gère tout ça du coup sur ces sujets-là ou Ben, soit tu le fais dans le cadre d'une SCI, par exemple, et du coup, grâce au statut que tu vas mettre dans la dans les SCI, tu vas statuts? pouvoir Ok. gérer toi-même les règles du jeu et éviter d'être régi dans les règles de l'indivision que nous impose le Code civil. Et puis dans d'autres situations, tu peux envisager, quand tu es marié, des aménagements du régime matrimonial. La liste est très vaste dans les dispositions qu'on a qu'on a dans notre sacoche. À nous de trouver à chaque fois le bon outil pour répondre aux attentes de nos clients. Ok. Alors, regarde, 19 heures. Voilà, on a essayé de tenir le timing. On avait prévu de pas trop dépasser ces 19 heures. Je regarde, est-ce qu'on a bien répondu à tout? Alors déjà, comment te joindre? S'il y a besoin, s'il y a des questions. Écoutez, vous allez sur C'est ma le chaîne moment de ta YouTube et pub. puis vous aurez mes coordonnées. Sinon, mon email, il est. Je Bah, vais mettre. Bon, tu peux mettre dans tout ce je que peux tu le veux mettre dans dans le le chat, chat. hein. Voilà. Donc, je vous mets mon email si vous souhaitez. Après, attention, les lecteurs sont prêts à tout ici, donc c'est à tes risques et périls. L'objectif, c'est de vous permettre, effectivement, si vous souhaitez avoir des infos, de pouvoir échanger et d'avancer, hein, effectivement, pour ne pas rester coincé sur des situations. Eh ben, en tout cas, merci. Merci à tous aussi, parce que je crois pas me tromper en disant que c'est une des conférences où on a été le plus nombreux pendant le direct, il me semble. Donc, Bien, écoutez, félicitations, merci. je te félicite. J'espère que ça vous aura permis de voir un petit peu sur certains sujets. Alors, c'est vrai que beaucoup sont peut-être pas concernés par ce qui a été abordé. On peut pas être partout. Et c'est pour vous donner un petit panel. J'espère que c'était malgré tout pertinent, intéressant et que ça vous donne envie de voir ce qu'on peut aussi aborder sur d'autres thématiques. Ouais. Et puis écoute, à l'occasion, si tu es motivé à en refaire une, moi ce sera avec plaisir. Moi j'ai épuisé mes idées, mais si tu en as d'autres, Moi, tu j'en ai peux venir encore faire un 50, hein. monologue. J'en ai Si encore ça 50, intéresse, hein, on peut refaire un. Moi j'allume la conférence, je te laisse travailler pendant 1 heure et si ça intéresse du monde, c'est avec plaisir. Avec 30 ans de métier, si je repioche dans mes cas un petit peu ubuesques, il y en a beaucoup et qui sont souvent, comme je dis, des cas un petit peu, quand on est en voiture, on regarde dans le rétroviseur pour être vigilant et pas se faire piéger accidentellement. Et là, c'est le cas, hein, c'est d'apprendre à regarder dans le rétroviseur pour pas se faire attraper par les impôts et qu'on ne me dise pas après coup, c'est dommage, si j'avais su, j'aurais fait autrement. Ok, je retiens du coup. Ok, en tout cas, merci à toi Jean-Noël, merci à tous d'être venus, c'était très chouette. Merci, à très bientôt Thibaut pour une prochaine. Écoute, moi je te prends au mot, hein, si ça intéresse, on en refait une quand tu veux. Écoute, Mais je essaye te de voir laisserai dérouler. si tes auditeurs sont partants, je suis présent. Ok, super. Bon, merci à toi. Je te rappelle parce que je suis obligé de tout couper d'un coup là. Donc À très vite. Au t'inquiète pas, revoir je tout te le monde. coupe. Merci. Merci à tout le monde d'être venu, c'était très sympa. Puis ça fait plaisir d'avoir autant de monde et d'échanges en direct, c'était super. On remet ça à bientôt, j'espère. Et puis un bon appétit à tout le monde. À bientôt tout le monde, salut. Au revoir.